Gérard Malbaud, bonjour. Bonjour. Alors, Christian Bidot, on commence peut-être par le premier tour. Oui, alors donc, il y a eu dimanche le premier tour des élections présidentielles. Quelle est votre réaction par rapport au projet de certains candidats qui veulent réformer le territoire et les collectivités territoriales? Il y a moins de menaces sur le département, semble-t-il. Écoutez, pour l'instant, c'est vrai qu'il semblerait qu'il n'y ait pas trop de menaces sur les départements, mais ceci dit, tout peut évoluer. Moi, ce que je regarde en fin de compte, c'est la suppression de taxes d'habitation peut être quelque chose de difficile à digérer pour certaines communes, c'est certain. Et donc, il faudrait qu'il y ait une compensation au niveau de l'État, ce qui, on espère, se fera sans problème. Mais bon, rien n'est gagné. Et peut-être que c'est une somme considérable, la taxe d'habitation. C'est combien, Sandillon, par exemple, dans votre commune? C'est important. Enfin, c'est important. C'est une grande partie avec les dotations qui permettent de faire vivre la commune. Mais c'est vrai que c'est l'impôt le plus injuste puisqu'il n'est pas modulable selon les revenus. Tout à fait. Donc c'est là qu'il y a une réflexion à mener. Ce qui compte pour que les communes, il ne faut pas que les communes soient étranglées. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc peut-être tout peut changer à condition de. Voilà. Mais sans faire de la politique politicienne, l'autre candidate, en finale, propose de supprimer les régions et l'interco. Ça vous paraît réalisable? Il peut y avoir, suppression des régions, ça me semble être un petit peu à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu, effectivement, trop de personnes qui sont dans ces structures de collectivités. Et peut-être qu'il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là, oui. Et puis on va peut-être saluer le civisme de vos administrés à Sandillon, puisqu'il y a eu, je crois, un très fort taux de participation dimanche. C'est ça, 86,07 participants. Donc ça veut dire que les Sandillonnais s'intéressent à la vie politique et démocratique, et c'est une bonne chose, bien sûr. Qui est arrivé en tête dans votre commune? C'est M. Macron. Voilà. Le phénomène Macron. On va passer donc à votre commission éducation, jeunesse, sport et environnement. Alors quand on lit le document, le projet 2015-2021, on voit que parmi l'une des 12 actions clés du projet donc du Loiret, il y a la construction de 3 collèges. On a eu l'occasion déjà d'en parler ici à cette antenne, mais bien sûr on va y revenir parce que c'est important. Et où en sont ces projets de construction? Écoutez, ça avance très bien puisque nous sommes en ce moment avec les programmistes qui nous proposent effectivement un certain nombre d'esquisses. Et donc, on va rentrer maintenant dans la phase où il va y avoir le choix des architectes. Et puis, on espère bien qu'en 2020, voire début 2021 pour Pithiviers, les collèges seront ouverts. On essaye systématiquement d'ouvrir celui donc d'Orléans Nord-Est, comme on appelle, qui doit être ouvert au 1er septembre 2020, car il y a une forte demande à ce niveau-là, avec une urbanisation importante dans ce quartier. Donc, il faut faire vite. Il n'a pas de nom encore, ce nouveau collège? Non, pas encore. On sait qu'on travaille avec la ville d'Orléans au niveau donc du gymnase et de la salle polyvalente, et donc le collège au niveau donc du département. Et il y a un certain nombre de réunions qui se font pour justement faire avancer ce dossier. Pour revenir sur celui de Pithiviers, il y a eu quand même pas mal de débats sur la localisation de ce collège. Dans un premier temps, la municipalité de Pithiviers avait voulu faire un écoquartier et situer ce collège, et depuis il a atterri à Dadonville, en banlieue de Pithiviers. Oui, voilà, c'est un choix qui a été fait, d'essayer de ne pas mettre 2 collèges sur le centre-ville. Puisqu'on garde celui de Pithiviers. On le garde. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le collège de Pithiviers, qui accueille pas loin de 1000 enfants. Oui, c'est énorme. C'est énorme, un collège, normalement, ça fonctionne très bien entre 500 et 600. Et donc, l'idée qui a prévalu, c'est de quitter complètement le collège actuel, mais de reconstruire sur le même site, parce qu'il y a la place, de reconstruire un nouveau collège. Et l'autre collège serait à Dadonville. Ce qui compte le plus, en fin de compte, c'est la mixité qu'il doit y avoir dans ces collèges. Il est hors de question d'avoir effectivement un collège avec des quartiers qui ne sont pas défavorisés et d'autres qui seraient défavorisés. Donc il y aura une mixité totale, brassage au niveau donc de tout ce qui sera mis en œuvre de ces 2 collèges. Alors, dans la chronologie, c'est d'abord la reconstruction ou d'abord le nouveau collège? C'est tout en même temps. Tout en même temps. Tout en même temps. D'accord. Voilà. Et on en est où là actuellement? Là, il y a des tractations. Nous avons réuni effectivement les agriculteurs qui exploitent les terres à Dadonville. Le maire est d'accord. La communauté de communes est d'accord aussi pour aider au niveau du gymnase. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre et qui vont déboucher très prochainement.
Oui, effectivement, ce nombre de collégiens, de collèges, il ressort du fait que d'ici 2019, il y aura à peu près 1500 collégiens supplémentaires dans le département. C'est le baby-boom de 2000 ? Oui, sans doute. On a effectivement sur le département du Loiret beaucoup d'enfants qui viennent dans des écoles donc élémentaires et maternelles. Et donc, il faut qu'on anticipe, nous, de notre côté, au niveau du département, pour pouvoir les accueillir, donc aussitôt qu'ils seront un peu plus grands. Et c'est vrai qu'on s'attend même à un peu plus que de 1500 élèves. Sachez qu'au niveau, par exemple, des postes budgétaires, le département du Loiret a raflé, si vous me permettez cette expression, l'ensemble des postes qui ont été mis en place. Donc dans l'académie, pratiquement tous les postes ont été sur le Loiret, ce qui prouve qu'il y a une dynamique importante au niveau des naissances sur le département. Est-ce que ce sera suffisant ou est-ce que vous prévoyez, à l'aune de la démographie, en construire d'autres dans les années... Alors, il est évident qu'il y a deux secteurs, Orléans, Saint-Jean-de-Laruelle, Montargis, qui sont effectivement il y a beaucoup plus de monde dans ces structures, dans ces villes, et donc il va falloir réfléchir aussi. On a parlé également de la source qui commence à être chargée. La réflexion va être menée au niveau du département pour justement anticiper cette vague de jeunes qui vont arriver dans les années 2019-2021. Parce qu'en plus des constructions de collèges, il y a aussi des rénovations, notamment justement vous parliez de celui de Saint-Jean-de-Laruelle, mais aussi des extensions comme à Tigy, si j'ai bien compris, voilà. La Ferté-Saint-Aubin et d'autres, et bien d'autres. Il y a beaucoup de restauration, de structures de restauration des collèges qui sont un peu vétustes et qui sont donc en ce moment appelées à être faites. Et puis il y a la restructuration du collège de Tigy, comme vous le dites, là, parce que c'est vrai que c'est un collège qui commence à vieillir et qui manque de structure. Donc on a le programmiste a arrêté effectivement le projet. Maintenant reste effectivement à le mettre en œuvre et normalement l'ouverture du nouveau collège 2021. C'est combien, ça coûte combien tout ça, le budget éducation du Conseil général? Ça coûte très cher. Regardez sur Pithiviers, c'est 35 millions d'euros. 35 millions. Ne serait-ce que ça. Restructuration également des demi-pensions, ça veut dire qu'on transforme les cantines en restauration? Non, pas forcément. C'est une mise aux normes, on va dire, qu'il est nécessaire et d'avoir effectivement des outils qui permettent de faire une très bonne cuisine pour nos jeunes, c'est ça. Sophie, vous parliez de la restauration scolaire. Délice, c'est la marque de restauration scolaire des collèges publics d'Orléans. Ça correspond à quoi? Tout est bon dans les cantines des collèges? La tendance veut que tout soit très bon. Et Délice, alors comment on fait? C'est une marque, en fin de compte, Délice, qui a pour but déjà d'essayer d'avoir le moins de gâchis possible. C'est une initiation au goût. C'est une initiation à tout ce qui peut être biologique également. Et donc, ça permet d'avoir une dynamique cuisine sur l'ensemble des 57 collèges du département à travers cette marque Délice. Alors justement, quelle est la part du bio dans les cantines scolaires? Eh bien, ça augmente et donc on essaye de travailler essentiellement avec la Chambre d'agriculture départementale de façon à avoir des circuits courts et des circuits de proximité avec de plus en plus de bio dans nos assiettes. Et ça, c'est pas un petit peu, j'allais dire, tarte à la crème, excusez de l'expression. C'est vraiment... Si la tarte à la crème est bio, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et la chasse au gaspille, elle fonctionne bien auprès des Alors élèves? voilà, il y a effectivement des pesages de déchets qui sont faits dans les collèges de façon à sensibiliser encore plus les jeunes à ne pas gâcher. Donc il y a des structures qui permettent de mettre le pain qui n'est pas mangé, de mettre effectivement les différents aliments en fonction de leur catégorie qui permet de peser ce qui n'est pas mangé. Et c'est une notion importante pour nos jeunes de bien comprendre que le gaspillage n'est pas forcément ce qu'il faut faire le mieux. Ils le répercutent auprès de leurs parents ensuite? C'est l'objectif, bien sûr. Alors pour quitter la restauration et parler du numérique, les collèges aujourd'hui sont numérisés, mais d'abord il faut une bonne couverture en très haut débit. C'est ce que le Conseil général envisage de faire de plus en plus dans les... Voilà, il y a donc en très haut débit, il y a 40 à peu près collèges de Croix qui sont équipés et l'idée c'est d'équiper tous les collèges à ce niveau-là. Donc on fait aussi des classes mobiles avec des tablettes qui sont donc mobiles, c'est-à-dire qu'il y a un chariot qui emmène ces tablettes-là de classe en classe de façon à avoir effectivement les éléments les plus modernes pour pouvoir fonctionner avec les enseignants. C'est ce qu'on appelle les tableaux numériques. Non, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est ça. Ouais. Alors en revanche, il y a le cartable numérique qui avait été expérimenté à Main-sur-Loire. Là, je crois qu'elle s'arrête, cette expérience. Cette expérience va s'arrêter effectivement fin 2017, enfin pas fin 2017, juillet 2017.
Et il faut qu'on en tire un bilan. Alors c'est très mitigé, c'est vrai, selon les rapports qui ont été faits, soit par les enseignants, soit par l'équipe de dirigeants, soit par le rectorat ou l'inspection d'académie. Et c'est vrai que c'est mitigé. Il faut vraiment en tirer les conséquences. Sachez quand même qu'il y a eu donc, je ne sais plus combien, 500 tablettes qui avaient été achetées et que malheureusement, alors est-ce que c'est le fait que ce soit un matériel collectif, mais il y avait beaucoup de casse, on va dire, ce qui est quelque chose qui nous gênait un petit peu quand même. Hein. C'est ce qui fait, c'est la principale raison de l'arrêt ? Non, là, ça a toujours été dit qu'en juillet 2017, on arrêterait cette expérience. Mais c'était une expérimentation. Si elle avait été positive, elle pouvait être étendue à d'autres collèges et elle aurait été bien sûr poursuivie. Les classes numériques mobiles, telles que je les ai décrites tout à l'heure, permettent effectivement d'avoir la même prestation, mais avec des tablettes qui restent dans le collège. Et on peut espérer que d'ici quelques années, c'est vrai, chaque jeune aura son smartphone et donc il y aura peut-être encore moins de problèmes. Mais pour l'instant, voilà, c'est un choix qui a été fait par le département. Je vois aussi que dans votre programme numérique, on parle de développement de l'apprentissage du langage informatique. Ça veut dire apprendre à coder. Le codage. Mais est-ce que ça c'est pas du domaine de l'éducation nationale ? Oui, il faut qu'on y mette les outils pour pouvoir le faire. Hein. Et donc nous, c'est l'aspect matériel qui est important pour nous, de façon à éventuellement mettre en place du codage au niveau des enseignants de l'éducation nationale par rapport effectivement à tout ça. Ça ne se fait pas encore, ça c'est un projet. Ça commence, ça dépend. Oui. Collège numérique. Il y a 4 collèges expérimentaux à ce niveau-là. Et on peut dire la même chose pour la lutte contre le décrochage de scolaire. On peut dire oui, effectivement, ça c'est plutôt du ressort de l'éducation. Comment le département intervient dans ce domaine-là ? Là, on travaille essentiellement avec la ville d'Orléans sur ce problème-là. On a aussi, nous, des structures qui sont mises en place avec les ULIS, les SECPA, des choses comme ça, avec donc l'éducation nationale. On travaille à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, ce sont des choses de décrochage qui sont importantes. Alors, je ne sais pas, dans les futurs élus, s'il y aura des modifications. Les notions d'apprentissage nous semblent très importantes pour des enfants qui ne souhaitent pas continuer effectivement le cursus scolaire normal. Donc tout ça, ça sera à réfléchir, à essayer de voir ce qui peut être le mieux pour nos jeunes. Je pense que l'exemple de l'Allemagne sur l'apprentissage fait qu'effectivement, on pourrait essayer d'imiter un petit peu ce qui se fait dans ce pays, dans la mesure où on est un peu en retard sur cette formation. Alors, Gérard Malbaud, vous êtes également responsable au département du volet sportif. Et vous venez de présenter alors, je crois que c'est la 39e édition du Tour cycliste du Loiret. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? À quoi ça sert pour le département d'avoir un tour cycliste ? Ça sert à faire parler du département déjà, et du sport d'une façon. C'est de quel niveau ? Dites-nous déjà le niveau. Alors, dans les courses qui existent en France, vous avez plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le Tour de France. C'est des pros, de chez pros, pas de problème. Ensuite, vous avez les épreuves internationales, comme le Tour du Loir-et-Cher, qui est une épreuve internationale. D'accord. Ensuite, vous avez les épreuves nationales du type donc Tour du Loiret. Ensuite, vous avez les épreuves interrégionales, et régionales et départementales. Donc, on se situe dans le 3e niveau au niveau de ces courses-là. Donc, on a quand même, donc c'est la 39e édition, c'est du 19 au 21 mai sur 435 km et vous êtes invité à y participer si vous voulez. Il y a combien d'étapes déjà Alors, il y a 4 étapes en fin de compte. Hein. Oui. Et il y a 15 équipes. Il y a 15 équipes, D'accord. dont 4 étrangères. Voilà, donc des équipes internationales. Voilà. Alors, on a vu, ça nous a bien fait rire, qu'il y avait un Grand Prix de la montagne, c'est un maillot à poids. Oui. Vous avez réussi à construire des montagnes en bronze. Il y a un col important dans le Loiret, de 252 mètres. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, il faut... C'est la première catégorie, là. C'est la première catégorie. Non, voilà, il y a des points chauds dans certaines bosses qui font qu'on peut délivrer ce qu'on appelle le maillot à poids, au même titre que ce qui se passe dans le Tour de France. Alors, le sport dans le Loiret, on va quand même dire les choses, c'est pas quand même en ce moment une grande réussite, vous qui êtes un ancien sportif. Le football va mal, le basketball c'est pas terrible non plus, le hand. Vous continuez néanmoins à subventionner le conseil départemental a subventionné le sport et les équipes de haut niveau. Oui, bien sûr, parce que on se doit d'être présent pour les aider. Donc nous ne sommes pas vraiment les responsables effectivement des résultats. C'est pas vous qui jouez. C'est pas nous qui jouons, c'est pas nous qui entraînons, mais voilà, on est un petit peu dans le creux de la vague, aussi bien donc sur le plan du football que du basket. Bon. Le sport à l'école, au collège, puisque pour avoir des champions, il faut commencer le sport jeune. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans ce domaine dans les collèges, Gérard Malbaud ?
Écoutez, là, il y a une organisation qui fait que normalement, il y a 3 heures de PS, d'éducation physique et sportive dans les collèges. Donc, à nous, justement, d'équiper les collèges et de mettre avec les collèges des équipements sportifs qui vont permettre aux enseignants de s'exprimer et d'avoir les meilleurs résultats. Donc, l'UNSS marche bien, le sport scolaire marche bien le mercredi, surtout dans les collèges. Et donc, il faut qu'on continue, nous, à offrir donc, à nos jeunes les meilleures installations possibles. Justement, il y a des gymnases à construire ou des terrains de sport par exemple, à Tigy, on parlait de Tigy. À Tigy, vous avez une très belle salle polyvalente, mais il manque un gymnase. Et donc, voilà, c'est une réflexion qui va être menée aussi bien avec la communauté de communes qu'avec, effectivement, le département pour avoir des aides financières parce que ça coûte quand même assez cher un gymnase. Donc, d'où la mutualisation de certains gymnases entre plusieurs établissements ? Voilà, il peut y avoir... Notamment à Orléans ? Oui, bien sûr, à Orléans, il y a je ne sais combien d'installations sportives qui sont ouvertes au collège. Et donc, ce n'est pas simplement réservé à un seul collège, mais ce sont des équipements municipaux mis à disposition. Alors, il y a même des conventions financières derrière tout ça, bien sûr, puisque le propriétaire reste la commune. Mais voilà, ça se passe bien. Et donc, les plannings sont faits par le service des sports de la mairie de façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Oui, alors l'environnement, qu'est-ce que fait le conseil départemental sur l'environnement ? Entretenir des parcs, l'eau des rivières, la qualité de l'eau, voilà, c'est votre C'est rôle. Ça, ouais. Donc c'est une démarche volontaire du département parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de compétence obligatoire concernant effectivement la nature d'une façon générale. Et donc depuis 20 ans, le département cherche systématiquement à mettre en avant les atouts touristiques et des atouts donc, naturels des éléments qu'on peut avoir donc, dans ce département. Il y a 7 parcs départementaux qui existent. Alors, je peux vous les donner. Allez-y. Alors, il y a donc Châteauneuf, si je retrouve effectivement... C'est le parc du château. Le parc du château. Vous avez Ardon, avec le parc de Limer. Oui. Vous avez Villemandeur, à côté du golfe, voilà, c'est ça. Vous avez Main-sur-Loire avec Briard, Cerdon du Loiret à l'étang du Puy, et puis Sully-sur-Loire avec le grand parc qui est à côté du château. Donc ce sont 7 parcs départementaux qui sont entretenus donc, par le département de façon à accueillir le maximum de personnes. Alors ces parcs départementaux sont peut-être un peu méconnu dans le Loiret. Et c'est pour ça que le département souhaite mettre en œuvre des animations pour faire connaître au mieux ces parcs. Donc on accueille déjà beaucoup d'enfants, il y a des animations du type courses d'orientation. Dans ces parcs, il y a déjà beaucoup d'animations, mais on voudrait accentuer encore ces animations de façon à pouvoir profiter des plantes, de la faune, de la flore, de tous ces pays. Des oiseaux, il y a une collection d'oiseaux assez remarquable, par exemple à l'étang du Puy, sur 120 ou 200 espèces, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en avant petit à petit en travaillant avec les structures associatives qui s'occupent d'environnement. Est-ce que c'est aussi dans le cadre d'un renouveau de la politique touristique ? Je sais que ce n'est pas votre compétence, mais quand même, il y en a été question lors d'une bourse touristique récemment, où on disait que le Loiret était effectivement un département très vert. On parlait, ce que vous venez de dire, de l'observation des oiseaux. Les touristes sont très contents d'observer les oiseaux dans notre département. J'étais un petit peu surpris. Il y a le Balbuzard pêcheur, notamment. Oui, mais pas seulement. Il y a des Anglais qui adorent il y a l'aigle beauté. Et donc, voilà, c'est aussi une preuve d'attraction touristique que de faire des beaux jardins. Le fait d'avoir des parcs naturels départementaux, le fait d'avoir des espaces naturels sensibles, c'est également effectivement dans le volet touristique une notion qu'on devrait mettre un peu plus en avant encore. Et donc là, à travailler avec la DRTL, c'est quelque chose qu'on va essayer justement DRTL, de mettre... c'est l'ancien CDT, le comité départemental de tourisme. Exactement. Donc on va travailler avec ces structures-là de façon à mettre encore plus en avant tout ce qui est fait donc, au niveau du département pour l'environnement d'une façon générale. Le Ciran, c'est vous aussi ? Le Ciran vient d'être labellisé espace naturel sensible. À Ménestran-Villette. Oui, alors le Ciran, vous savez, reçoit une quantité d'enfants dans le cadre des écoles élémentaires qui viennent découvrir ce parc. Il y a des animaux, il y a vraiment des oiseaux, il y a de la faune, il y a de la flore, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, on a estimé au département qu'il était nécessaire justement de labelliser ce Ciran comme espace naturel sensible, ce qui lui permet d'avoir une aide financière un peu plus importante de façon à faire vivre encore plus ce centre. Alors on sait qu'il y a certaines communes du Loiret qui se sont engagées dans la démarche zéro pesticide, objectif zéro pesticide. Est-ce que c'est le cas du Loiret également ?
Exactement, oui. Alors là, de toute façon, il y a des réglementations qui nous imposent à partir du 1er janvier 2017 d'avoir 0 pesticide pour la plupart des communes, sauf pour les cimetières et les stades de foot. Et donc, il y a effectivement une volonté là aussi, au niveau du fonds d'action carbone, des choses comme ça qui vont être mises en place par le département de façon à pouvoir avancer dans le bon sens au niveau de la sauvegarde de la planète, on va dire. Et s'agissant de la pollution des rivières, concrètement, qu'est-ce que Eh bien, là aussi, il y a un travail énorme à faire avec le département qui subventionne les agences de bassin de façon à pouvoir... l'agence de bassin Loire-Bretagne donne aussi beaucoup de subventions aux communes pour l'entretien de ces petits cours d'eau et de ces rivières. Il y a aussi le dossier de la gestion des déchets qui n'est pas... toujours facile parce qu'il faut effectivement bien recycler les déchets, mais aussi faire qu'ils diminuent. Oui, alors là, c'est pareil. C'est la volonté du département. Bon, c'est que les déchets, c'est maintenant la région qui vont gérer tout ça avec les communautés de communes. Donc nous, voilà, on est partie prenante, bien sûr, pour justement la protection de l'environnement, mais c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé directement par le département. Donc vous ne participez pas du tout à l'élaboration des déchetteries, par exemple, ou vous apportez une quote-part ? Écoutez, on peut apporter une quote-part, mais maintenant ça va se faire de moins en moins parce que cette compétence n'est pas forcément effectivement quelque chose qui appartient au département. Alors les énergies renouvelables, en revanche, le département peut s'en emparer. Vous le faites de quelle manière ? D'une façon là aussi volontaire, de toute façon. Donc voilà, le fonds de carbone fait que on essaye d'avoir des voitures électriques, on essaye effectivement de profiter un petit peu de toutes ces nouvelles technologies de façon à éviter, encore une fois, la dégradation de la planète. Alors on sait que pour l'instant, il n'y a pas trop de bornes électriques pour les voitures. On peine encore à en trouver. Oui, on peine à trouver des voitures électriques aussi. Également. Donc ça va de pair. Vous en avez au département ? Il y en a, bien sûr. Vous avez même des prises pour les recharges. Oui, exactement. Quand on rentre dans le garage, il y a effectivement le parking, il y a tout ce qu'il faut. Donc si vous venez nous voir au département, vous pourrez brancher vos voitures. Alors, est-ce que ces voitures sont utilisées justement ? Est-ce que les utilisateurs y trouvent des avantages ? Bien sûr, il n'y a plus d'essence, on va dire. Donc les voitures qui n'ont pas effectivement... Le problème de ces voitures, c'est qu'il faut une autonomie plus importante. Donc si on prend, sans faire de publicité, la marque Zoé, c'était 100 km, maintenant c'est 400, c'est déjà un progrès. Et on va avoir de plus en plus de progrès à ce niveau-là, c'est évident. Alors vous parliez du fonds d'arbitrage carbone, ça c'est pour la commande publique, et je vois dans votre document que ça vous a déjà permis de réaliser une économie de 500 000 €, c'est pas négligeable ? C'est pas négligeable et il faut continuer cet effort, ça c'est clair. Donc faisons petit à petit effectivement tout ce qu'on peut envisager dans l'avenir, à savoir effectivement beaucoup moins de pollution automobile. Et regardez ce qui s'est passé récemment. Cet hiver, il y avait effectivement au niveau des grandes villes des restrictions. Donc il faut essayer d'éviter ça et donc d'aller dans le sens effectivement de l'électrique pour tout ce qui sera automobile. Ça, c'est sûr. S'agissant pour y revenir des collèges, est-ce que là aussi vous avez une politique environnementale sur l'énergie notamment, comme un peu le font les lycées dans la région centre ? Exactement. Alors là c'est pareil, il y a des HQE, des hautes qualités environnementales, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre à chaque nouvelle construction. Sachez qu'à l'heure actuelle quand même on est soucieux aussi de la sécurité dans les établissements, ce qui fait qu'il y a un investissement important qui va être fait sur les collèges de façon à sécuriser encore plus les collèges. Donc ce sont des alarmes silencieuses, ce sont des poignées de porte qui permettent d'ouvrir mais pas de l'extérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être faites cet été de façon à se prémunir éventuellement d'attentats. Et ça, c'est un gros problème. Important, j'imagine. Exactement, c'était une très très belle enveloppe effectivement qui va être débloquée pour ça. Alors puisqu'on parle de la sécurité des collèges, ça veut dire éventuellement un système de vidéosurveillance ou pas ? Alors ça dépendra des collèges, mais c'est vrai que là où, par exemple, quand les fournisseurs arrivent, ils sonnent, et il faut un système de vidéo pour identifier vraiment. Alors maintenant, c'est vrai que dans un camion de yaourt, on peut y mettre des terroristes, mais il faut espérer qu'on n'aille pas jusque-là, quoi. Voilà. Et vous avez réussi à faire les exercices, justement, prévention attentat dans tous les collèges du Loiret ? Alors, on a fait un exercice au collège de Saint-Denis-en-Val, collège de Val-de-Loire, qui a
permis de dégager effectivement les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et donc, voilà, il va y avoir un bilan assez précis qui va être fait, mais c'était donc sur des classes de 3e, et uniquement que ça a été fait. Et on s'aperçoit qu'il y a eu quelques petites failles, mais très peu en fin de compte, et que le plan, d'une façon générale, a très très bien fonctionné avec les services de la préfecture et tous les services du SDIS et compagnie. Oui, en fait, c'était un exercice général organisé par la préfecture, et il se trouve que c'était dans un collège. Donc du coup, il y a d'autres exercices qui sont prévus dans les systèmes prochaines d'alarme semaines. Silencieuses, c'est-à-dire que tous les enseignants voient sur leur écran un truc qui s'allume, c'est l'alarme, c'est sur les smartphones et tout ça. Et donc, voilà, ça va se mettre en place petit à petit, et c'est vraiment un souci. On va aussi mettre des glaces sans teint, vous savez, des films protecteurs sur toutes les fenêtres du bas, de façon, mais c'est effectivement, c'est assez colossal. Alors Gérard Malbaud, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter très rapidement pour cette année 2017 dans votre commission jeunesse, sport, éducation et environnement? Que l'USO ne descende pas en national? Alors ça c'est sûr. Ça serait bien effectivement qu'on puisse sauvegarder les équipes de très haut niveau, que ce soit en basket, handball garçon et handball filles, et puis surtout aussi football. Ça serait bien qu'on puisse effectivement vivre ça ensemble encore l'année prochaine au niveau des plus hauts niveaux sportifs. D'accord. Et pour le reste, en un mot? En un mot, vive la France.